Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'empathie plus en contexte professionnel. Je vais essayer de ne pas déraper vers autre chose. Mais d'abord, j'ai une petite blague à vous raconter. C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive à l'hôpital et il s'est fait piquer par une centaine d'abeilles et il est tout boursouflé dans la figure. Et il arrive et le staff infirmier le prend et dit « Mon Dieu, monsieur, on va vous soigner ». On appelle d'urgence le médecin qui arrive avec le stéthoscope et un plateau. Et au moment où le gars rentre, le médecin rentre et s'approche du patient, le patient a un mouvement de recul. Et alors, il y a le médecin qui lui dit « Mais ne vous inquiétez pas, je vais juste vous faire une petite piqûre. » Voilà. Donc, ça n'est pas l'empathie. Ça n'est pas l'empathie. L'empathie, eh bien, je l'ai dit hier, mais comme ça, on va faire une petite synthèse pour Else. Eh bien, la première chose, l'intention, c'est la connexion. Voilà, le désir de me connecter à l'autre. La deuxième chose que j'ai dite, c'est l'intention de mesurer ce qui se vit dans l'autre et donc de mettre les yeux de mon cœur au service du moment qui va se dérouler. Et ça, c'est important aussi de lâcher mon savoir. Mon savoir va m'empêcher d'être en empathie. Mon souvenir aussi sur ce qu'est la personne, si je la connais, ou mon intention, comme je l'ai dit hier, de résultat, va aussi me couper de l'empathie. Parce que l'empathie, comme je l'ai dit hier, c'est juste rester avec. Voilà. Alors, ce qui a été remarqué dans de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, et que je n'ai pas vraiment en tête, c'est qu'une empathie sincère, donnée sincèrement, au sein du travail par exemple, amène à des performances plus élevées. Voilà, je trouve que c'est important à savoir. Et Daniel Goleman disait, il y a déjà plus de 25 ans, je crois, ou environ 25 ans, il disait que un des atouts des leaders à succès, c'est justement cette capacité d'avoir une empathie sincère. Et il citait notamment l'exemple que la plupart des gens qui ont un coefficient intellectuel de 160 sont gérés par des gens qui ont un coefficient intellectuel d'une moyenne de 100, mais qui ont un coefficient émotionnel élevé. Donc c'est une sagesse qui est de plus en plus vraie aujourd'hui. Pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. D'abord, si je veux, au sein d'une entreprise ou du lieu où je travaille, si je veux permettre une performance élevée, comme le tissu du travail n'est plus l'individu mais devient l'équipe, j'ai intérêt à ce que les gens communiquent bien entre eux. Si je veux que le travail soit bien accompli quand je ne suis pas là, j'ai intérêt à ce que les gens soient reliés à leurs valeurs, à leur conscience, à la conscience aussi, à leurs valeurs, je voulais dire les valeurs nobles, mais aussi à la conscience de la valeur qu'ils ont à mes yeux. Ils auront tendance à faire du bon travail même quand j'ai le dos tourné. Sinon, je ne saurai jamais ce qui se passe vraiment une fois que je suis partie. Si je tiens les gens avec pas d'empathie du tout, fais ce que je te dis et ne réfléchis pas, par exemple, ou bien pense et agis mais ne te consulte pas sur ton vécu et tes besoins, j'aurai moins de chances que les gens vont faire ce que j'attends d'eux dès que je ne suis pas là. Parce qu'ils seront soit en bore-out, soit en burn-out, soit ils auront juste envie de se la couler douce. Alors, ce que je voulais encore vous dire, c'est que avec la mondialisation, il y a de plus en plus de communication interculturelle et je crois que le seul moyen de se permettre de communiquer de façon interculturelle, c'est de rejoindre la nappe phréatique des aspirations communes des êtres humains, comme on l'a vu ce matin, voilà, où tous nous étions touchés parce que quelqu'un partageait sa profondeur, son rêve, et bien ça rejoint nos rêves communs. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore envie de vous dire ? Oui, apparemment, les talents au sein d'une entreprise, on les garde mieux si on est réellement empathique, pas empathique pour faire travailler les gens. Parce qu'au début, l'empathie pour faire bosser plus les gens peut ne pas être perçue comme une technique de manipulation, mais le jour où les gens perçoivent que c'était pour les manipuler ou leur faire plus produire, ça fait l'effet inverse. Et de plus en plus de talents réels s'en vont de là où ils sont parce qu'ils aspirent à ces valeurs nobles, à ces valeurs humaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire un commentaire par rapport à ça ? On va peut-être arrêter la vidéo. Anne, ce que tu me dis, ça me touche beaucoup puisque moi je manage une équipe et ça correspond vraiment à ma vision du management où je dis à mon équipe que ce qui m'importe c'est que ça marche bien
quand je suis pas là en fait. Mais dans le sens où on a créé suffisamment de cohésion entre nous pour qu'il n'y ait pas besoin de chef pour que ça fonctionne au quotidien. Et toi? J'aimerais rajouter ce que j'ai remarqué, c'est que quand les managers sont reliés à leurs valeurs, à leur raison d'être, c'est d'autant plus facile pour les employés de se relier à leurs valeurs. Et que quand un manager est vraiment en contact avec sa valeur et sa raison d'être noble, il y a de l'empathie. On ressent de l'empathie. Et on la vit, plus que de la faire comme une technique. Il ne faut même rien dire, on ressent. C'est pas le ressenti. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Donc si je comprends bien, tu voudrais nous partager ton vécu là où tu travailles? Oui. Mais donc moi je travaille dans une petite entreprise, on est 10 et j'ai un boss entre guillemets qui n'aime pas d'ailleurs qu'on l'appelle comme ça, qui lui est, enfin comment expliquer, il met tout le monde tout le monde est mis sur le même pied. Il est hyper humain. Là où je travaille, il y a une ambiance très conviviale et familiale. Par exemple, tous les midis, on mange tous ensemble. Voilà. Exceptionnellement, voilà, il y en a un ou deux qui s'absentent. Mais en général, voilà, le premier cafin commence à la cuisine, commence à préparer. Après, on s'achète du pain bio, des fromages, des roux et des jambons. On a une trancheuse pour limiter les déchets parce que, enfin voilà, il y a une grande philosophie. Il y a une philosophie éco-responsable. Là, on a un potager, des poules. Et donc, ce qu'il dit toujours, c'est que voilà, qui veut va travailler dans le jardin, dans le potager pendant 1 heure ou 2 s'il en a envie. Chacun, ce qui dégage, c'est que chacun est responsable de son travail, de sa journée, et donc le fait comme il l'entend. Il ne met aucune pression d'horaire, de quoi que ce soit. Les congés, il n'y a même pas de demande de congés à faire. On a inscrit nos congés dans l'agenda. Bon, après, c'est sûr que quand il y en a 5 sur 10 qui sont en congé et qu'à ce moment-là, il y a plein d'événements, ben, on va d'office se sentir de pas se mettre en congé au même moment. Et il a... Oui, et en fait, c'est ça qui... Tout ce côté qui dégage, en fait, ben, au sein de l'entreprise, tout le monde gère et tout est pris en main. Il y a personne... Enfin, je veux dire, on n'est quasi jamais malade. Même malade, on va presque bosser. Limite qu'on se ferait réprimander, de dire, ben là, quand même, c'est quand même mieux de rester... à la maison. Au contraire, on vous réprimande de venir travailler. Malade, hein. C'est génial, j'adore quand vous n'êtes pas là, j'ai bien compris. Et tout tourne en fait, et même quand il n'est pas là, il prend des vacances ou des longues vacances, tout continue à tourner. Et chacun se sent investi de faire les choses bien, qu'il soit là ou pas là. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans ce travail-là? Là-bas, qu'est-ce qui est le plus nourricier pour toi? Ce côté humain et libre en fait, qui fait que du coup chacun prend sa propre responsabilité et on va pas simplement travailler pour faire le travail, on y va déjà parce qu'on a envie et on est heureux de se retrouver, il y a toujours plein d'humour, donc le travail est un plaisir. Oui, ah oui, clairement. Ça va sans le dire, ça va encore mieux en le disant. On est dans cette même mouvance maintenant dans pas mal d'écoles. Et oui. Et c'est un plaisir par cette atmosphère en fait qui se dégage à travers justement toutes ces valeurs qu'il nous transmet et qui finalement deviennent les nôtres. Soit quand on arrive là, elles sont peut-être pas, ça dépend des personnalités, elles sont peut-être pas tout à fait les nôtres, mais finalement elles le deviennent. Ce qui m'a touchée, c'est la notion on est au service de l'autre. Il y a une équation qui parle du trust, de la confiance qu'on peut avoir dans des gens, qui dit on a confiance dans les gens quand il y a crédibilité, en anglais reliability, et puis intimacy, donc la connexion qu'on a avec quelqu'un, ce qu'on ose dire qu'on a foiré, ce qu'on ose dire qu'on est compétent. Et puis elle est divisée par self-orientation. Si on trouve
qu'un leader est orienté vers lui, pas orienté vers ses besoins, mais de façon orientée vers son ego, on coupe tout de suite la confiance qu'on a dans son manager. Et ça, je trouve vraiment quelque chose à réfléchir. Donc, même si on est très crédible, on est très compétent, on est très reliable, on peut compter sur l'autre, mais s'il n'y a pas d'intimacy, et s'il n'y a pas de la sensation que le manager est là pour l'autre, donc au service, on n'a plus de confiance en lui. Et si on n'a plus de confiance en lui, qu'est-ce qui se passe? Production qui est moindre, on ne va pas aller au-delà, on devient même saboteur. Donc Stephen Covey, dans son livre Les 7 habitudes des gens qui réalisent ce qu'ils entreprennent, dit qu'avec un contrat et un salaire, on obtient les mains et les pieds des gens, mais c'est tout. Mais qu'avec cette empathie, cette considération pour l'humain et ces valeurs nobles dont tu parlais il y a un instant, j'obtiens aussi le dos et l'engagement complet, je ne sais plus exactement sa phrase, l'engagement complet de chaque personne, des personnes qui travaillent. Donc comment est-ce que je fais pour obtenir cet engagement complet et pour développer cette valeur noble, de vraiment mesurer que le capital humain, c'est le capital de mon entreprise. Parce qu'on va de plus en plus vers ça, sinon Dieu sait ce qui se passe dès qu'on a le dos tourné. Alors une question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se fait, hein, il y avait ce cerveau reptilien, voilà, hein, ici, qu'on est tellement conditionné, comment ça se fait qu'on n'est pas plus empathique? C'est parce qu'en fait, on est conditionné par ce cerveau à se protéger et à se défendre et à se battre. Ça date d'il y a 5 ou 8 000 ans, donc on est tout le temps là à juger ce qui doit être produit, ce qui peut être réalisé, avec un immense besoin d'accumuler de la sécurité. Pour beaucoup de gens, ça passe par l'argent, hein, et le pouvoir, et donc si vous voulez, c'est ce cerveau reptilien qui nous conditionne encore beaucoup. Et ce cerveau, comment est-ce qu'il fait travailler les humains? C'est par la peur, la culpabilisation, la honte et l'obligation. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous vire, par exemple. Et donc, on vit beaucoup dans un monde en 2 dimensions, je pense et puis j'agis. Et on a oublié que le monde, c'est pas que je pense une tête, c'est pour ça que je fais ce dessin, ce geste-ci, sur des jambes. Donc on est tous comme des robots. Moi, dans les hôpitaux, les maisons de soins aussi dont tu parles, j'ai beaucoup vu ça, des gens qui ne se posent jamais la question de comment je me sens et qui deviennent des soignants en 2 mots plutôt que d'être des soignants en un mot. Et donc j'adore cette étude dans laquelle tu dis, c'est une étude qui a aussi été faite par Google il y a quelques années, c'est pour quel genre de boss on aime travailler, c'est ceux en gros qui ont de la bienveillance, de l'authenticité et de la gratitude. C'est exactement ce que tu viens de dire. Les humains n'ont pas nécessairement besoin de plus d'argent, ils ont besoin d'être vus comme des humains, d'être traités comme des humains. Et là, comme tu le disais dans ton partage, qu'avec une boss qui était seulement factuelle et qui disait « vous êtes malade, donnez-moi un certificat » sans la moindre empathie, ça crée un climat différent que si la boss dit « ah, vous êtes malade, est-ce que je peux contribuer d'une façon ou d'une autre » et qui écoute les besoins ou qui montre son empathie, ne serait-ce que en 2-3 minutes, eh bien on a envie d'aller travailler même quand on est malade. Et ça, c'est extrêmement subtil. Et donc, il y a des gens pour qui on a du goût à travailler. Quand on pense qu'on passe la majeure partie de son temps sur son lieu de travail, autant qu'on ait du goût à être avec les gens avec qui on interagit, quoi. Enfin, ça tombe sous le sens. Et donc, oui, on a des réponses très automatiques qui sont des réponses de protection, de se protéger des ennemis, sauf qu'on n'a plus d'éléphants ou de lions à fuir ou de tigres à fuir. Maintenant, ce qu'on fuit, ce sont les gens qui nous jugent, qui nous cassent le narcissisme, qui nous attaquent, qui nous manipulent, voilà. Et parce qu'on n'a pas non plus aussi appris à être vraiment fort, à être dans l'assertivité, à pouvoir tenir notre bout, surtout quand on a besoin d'une sécurité d'emploi là derrière. Donc c'est assez complexe la situation actuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on étouffe notre tendance naturelle à la connexion? Moi, j'ai relevé 3 raisons. Je vais parler des boss ici, ou des personnes en responsabilité. La première raison, c'est que
On a peur qu'on ne va plus pouvoir autant manipuler les gens si jamais on est trop empathique. Et en fait, c'est le contraire, on ne va plus manipuler les gens, mais les gens auront l'élan de contribuer, comme dans l'exemple que tu partages. La deuxième raison, je l'avais déjà dite, c'est qu'on est conditionné à fonctionner par la peur, la culpabilisation, etc. Moi, je sais qu'encore de nos jours, si quelqu'un va me culpabiliser ou me dire quelque chose où je me sens prise en défaut, je vais d'office faire le petit soldat. Je sais que c'est mon premier instinct. Après, je vais me consulter peut-être pour voir qu'est-ce que je veux vraiment. Et la troisième chose par rapport à l'empathie, c'est qu'il y a beaucoup de scepticisme, parce qu'on la confond avec du laxisme. Voilà, alors toutes ces choses-là font qu'on est encore très circonspect par rapport à l'empathie, malgré tous les bénéfices. Et j'ai oublié de citer le bénéfice de la santé. L'empathie fait du bien autant à celui qui la donne qu'à celui qui la reçoit. Elle va booster l'ocytocine de la personne qui donne, de la personne qui reçoit. Elle booste la dopamine, sauf si on est obligé et que c'est mécanique. Hein. Ça, c'est évident. Voilà, parce que donner, c'est physiologiquement lié, donc donner de mon temps ou de mon attention, c'est physiologiquement lié à une sensation de plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore envie de vous partager? Je vais terminer par une histoire, mais je voudrais vous partager que au plus quelqu'un a besoin d'empathie, au plus il se comporte de façon pas agréable et au moins on a envie de lui en donner. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est si je tente de comprendre un être humain et que je suis sincère au niveau de ce qui importe pour lui, c'est-à-dire ce qu'il vit quand même, et ce qui importe pour lui encore plus, c'est ce à quoi il aspire, eh bien paradoxalement, les conflits se désamorcent très vite, la confiance se crée entre les personnes, et ça fait que plus je tente de comprendre quelqu'un, plus j'augmente mes chances d'être quelque part dans un climat harmonieux, d'être productif et d'obtenir ce que je veux sans devoir l'exiger ou manipuler pour l'obtenir. Donc quand je montre à quelqu'un que je le comprends, j'augmente mes chances à mon tour d'être compris ou suivi. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, c'est si quelqu'un se fige sur ses positions dans des équipes que vous gérez, hein, ce qui a été observé, c'est qu'au plus quelqu'un se fige sur ses positions, au plus il a besoin d'empathie. Et le plus souvent, au bout de 2-3 fois, on n'a même plus envie de lui en donner. Le problème, c'est que parfois, ces personnes qui se figent sur leur position ont besoin d'empathie, mais que quand vous la donnez, ils ne savent pas toujours la recevoir. Et là, le problème est un peu plus complexe. Parce que, et ça, vous pourrez apprendre à calibrer, est-ce que mon empathie est reçue? Est-ce que ma gratitude est reçue? Parce que parfois, vous venez avec la meilleure bonne volonté et l'autre ne prend pas. Et vous sentez qu'ils restent blindés. Ce sont des gens sceptiques, soit qui ont peur qu'on les manipule après, soit qui n'arrivent pas à se relier à la beauté qui est en eux, soit qu'ils n'arrivent pas à y croire parce qu'ils ont été habitués à être menés à la baguette, hein, avec la carotte, comme Stephen Covey le dit. Est-ce que je vais utiliser une carotte, un salaire, etc., pour faire travailler les gens, ou est-ce que je vais créer une connexion humaine, humaniste, et où moi je vois les chefs d'entreprise de demain comme des gens qui se mettent au service et pas au-dessus des personnes avec lesquelles ils travaillent. Voilà. Alors, dernière petite phrase que j'aime beaucoup. Lors d'un conflit, quelque chose de très subtil se produit quand je tente de me relier à ce que vit l'autre, sans être nécessairement d'accord. Je ne vais pas le laisser faire. Mais s'il y a un conflit et que je peux m'arrêter et me dire cette personne a un besoin, me relier à ça, lui nommer son besoin, quelque part, ça va permettre ici que ce cerveau reptilien qui a coupé, qui a fait péter le câble et qui a coupé les connexions avec le néocortex, quelqu'un qui est en conflit avec moi, il aura coupé ses connexions avec son néocortex. Il y aura que le reptilien, c'est celui qui ne se préoccupe pas d'éteindre la lumière. Hein. Le reptilien, c'est juste celui qui dit danger, moi je dois me tailler. Hein. Donc soit il contre-attaque, soit il se fiche sur place, soit il fiche le camp. Le problème, c'est que les cerveaux reptiliens, ces émotions-là sont contagieuses. Donc si lors d'un conflit, je peux donner de l'empathie à quelqu'un, je vais lui permettre de recréer les connexions qui s'étaient coupées entre son cerveau reptilien et son néocortex. Et donc là, et moi aussi d'ailleurs, si j'ai la discipline de l'empathie alors que je suis quand même agacée,
hein, avec mon enfant ou mon collègue ou quoi que ce soit, je vais aussi recréer mes connexions. Et le néocortex, c'est celui qui est capable de choix, qui est capable d'éthique, qui est capable d'empathie, qui est capable de réflexion. Et ça me paraît quand même que ça vaut la peine dans le monde du travail, d'avoir la capacité de faire un choix, d'être empathique, d'être éthique et de chercher la connexion, parce que là, la solution vient nous trouver. On va arrêter parce que j'ai peur pour tes bras.